Camille, Inas et Elias Boussa, bienvenue à tous les deux. Depuis 4 ans, vous sillonnez les routes du monde en partageant donc vos rencontres inspirantes, on va le voir. Et parmi vos toutes dernières destinations, il y a notamment Constantine en Algérie. On regarde et on vous retrouve juste après. On est à Constantine. On est à Constantine. J'ai l'impression qu'à Constantine, il faut vraiment pas avoir le vertige parce que tout est très en hauteur. Tout commence sur les ponts suspendus au-dessus des gorges vertigineuses. Oh la vache. On ne peut traverser d'un côté à l'autre sans enjamber un peu. Je sens ça bouge sous nos pieds. Balancés nonchalamment par les vents, ils permettent de rejoindre en restant dans le ciel les différents quartiers de la ville. C'est une ville qui se trouve perchée sur deux monts. La montagne et le montagne. Bah là, tu réalises vraiment qu'on est sur un rocher. Petite boule au ventre. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est en Algérie, dans la ville de Constantine. Pour réellement comprendre Constantine, il faut partir explorer la face cachée de la ville. Celle qui se trouve sous nos pieds. Tu passes d'un endroit où il y a une agitation énorme, plein de gens, des voitures, du bruit, et tu descends quelques escaliers et t'es dans un jardin, t'entends l'eau, il y a des palmiers, c'est incroyable. Elias Boussa, pourquoi avez-vous jeté votre dévolu précisément sur cette ville d'Algérie qui doit d'ailleurs son nom, on le rappelle, à l'empereur Constantin depuis 313? C'est ça. C'est précisément pour son histoire qu'on a voulu y aller. Ouais. C'est une des villes les plus anciennes du continent africain et on en entend très peu parler. Et dès qu'on a mis le pied en Algérie, tout le monde nous disait « il faut que vous alliez à Constantine ». Et on n'était pas déçus. Ouais, vous n'avez pas été déçu. Camille, Inas, pourquoi vous n'avez pas été déçu? Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette ville? Alors je pense évidemment, il y a l'histoire de la ville de Constantine qui est incroyable. C'est une histoire qui remonte à la Numidie. Il y a surtout l'hospitalité, je pense, des Constantinois, des Algériens en général, qu'on a vraiment ressenti une douceur de vivre, une chaleur, un accueil. La nourriture est incroyable. Constantine a tout pour soi et l'Algérie a tout pour soi de manière générale. Et vous l'avez intitulé la Jérusalem du Maghreb. Est-ce que vous avez senti cet héritage particulier dans cette ville historique, vous l'avez dit? Oui, on a senti que pendant des millénaires, les trois religions abrahamiques ont coexisté. Malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui, puisque la colonisation a créé un décret qui a propulsé quelques décennies plus tard les Juifs en dehors de l'Algérie. Le décret Crémieux. Le décret Crémieux. Mais on a ressenti que les gens avaient encore cœur de cette coexistence et ça se ressent surtout dans l'architecture et dans la cuisine. Comment vous avez été accueillis, justement? D'une manière très chaleureuse. Tous Ouais. les voyageurs qui reviennent d'Algérie sont touchés par l'accueil des Algériens. On a envie d'y retourner. Ouais. La cuisine? La cuisine, le savoir-vivre, la tendresse, la chaleur, et on prévoit déjà d'y retourner cet hiver. Alors j'avais prévu la question, quel plat à Constantine? Ah Quel plat, Constantine? C'est particulier parce que nous, on est végétariens. Ouais. oui. Donc, Le couscous végétarien, voilà, il est le bon. couscous Et les végétarien. desserts surtout. Il y a Ouais, quand même dessert, quelque chose pour les pâtisseries préparées Ouais. sur le plat traditionnel avec de l'eau de rose, avec de la fleur d'oranger. C'est très délicat et Ouais. c'est délicieux. L'Algérie, vous y retournerez donc et on vous suivra sur les réseaux sociaux, on l'a dit notamment YouTube, les artisans de demain. Alors, l'Iran et le Pakistan, qu'est-ce qui vous a donné envie de visiter cette région du monde? Je pense que l'essence même de nos projets, c'est d'aller dans des zones où on n'aurait jamais pensé aller. Et l'Iran et le Pakistan faisaient partie. Je pense que depuis qu'on est petit, notre cerveau est pris en otage par ce qu'on nous raconte, par des préjugés qu'on nous donne sur des populations. Mais depuis qu'on avait voyagé sur le continent africain, on avait eu beaucoup de retours de voyageurs qui nous parlaient de l'Iran comme un des pays les plus hospitaliers du monde. Donc ça nous a donné terriblement envie d'y aller. Ouais. Et une fois sur place, encore une fois, on n'a pas été déçus et on le retrace dans ce livre. On a voulu parler de peuples et de régions plutôt que de pays, parce qu'au sein même de l'Iran et du Pakistan, il y a des dizaines et des dizaines de peuples. Et c'est des pays qui sont formidables parce que c'est les berceaux de nos civilisations. Il y a beaucoup de choses en Europe qu'on tire de cette région-là, et souvent on ignore à quel point il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent. Ouais. C'est vrai que c'était il y a 3-4 ans, hein, ce voyage, il me semble. Vous disiez loin des idées reçues, loin des sentiers battus. On a presque envie de dire qu'en fait, quand vous voyagez, bon, certes, il y a la terre, il y a le pays, mais vous, c'est plutôt vraiment, je le disais, des rencontres inspirantes. Vous avez notamment rencontré les Bandaris.
Qui sont-ils en Iran, hein? Oui, les Bandaris en Iran, c'est ce qui vous a le plus marqué dans le livre. Les Bandaris en Iran, c'est un peuple qui vit au bord, qui sont tournés vers la mer en permanence. Ça veut dire littéralement ceux du port, hein, comme on pourrait dire Exactement. en Argentine, les porteños, les habitants de Buenos Aires, c'est ceux du port, hein. Oui, donc c'est ça. Les Bandaris sont très très connectés à la mer, aux poissons. Donc c'est des pêcheurs principalement. Ils ont une culture qui est vraiment propre à celle des îles de cette partie de l'Iran. On est resté 2 mois chez eux, dans un village, un petit village vraiment de pêcheurs avec 100 habitants. On a aussi participé à des projets. Il y a une association sur place qui préserve les requins dans le golfe Persique parce que c'est un des enjeux malheureusement avec les aléas climatiques, avec la surpêche, avec la présence de beaucoup de paquebots dans la zone. L'écosystème en a pris un coup et donc il y a des Iraniens qui œuvrent pour essayer de préserver le golfe Persique. Vous discutez en quelle langue? En anglais, Ouais, notamment? en anglais, ouais. On a appris quelques mots de farsi, mais c'est pas tout à fait ça. Il faut un peu de temps. Oui. La Bandari, chez les Bandaris, la sagesse du port. Il y a aussi, vous êtes allé ensuite en Iran. Alors l'Iran, racontez-nous un peu, comment vous avez voyagé d'ailleurs, Pakistan, Iran, en quoi? En train, en voiture, En véhicule Ouais. d'expédition, ce qu'on appelle un véhicule d'expédition, c'est un 4x4 qu'on a aménagé, avec lequel on voyage maintenant depuis 2017. Ça fait un paquet d'années. Le même, quel que soit l'endroit. C'est le même véhicule. Il fait partie de l'aventure. C'est Oui. un personnage Ouais. à part entière, ouais. Quelle rencontre en Iran avez-vous fait? On a fait de nombreuses rencontres. Ce qui est très fort en Iran, c'est que c'est les rencontres qui viennent à nous, on n'a pas besoin de les chercher. Les taris, notamment. Les taris, c'est au Pakistan, Pakistan, dans le désert toujours, du ouais. Thar, ouais. Dans le désert du Thar, les taris. Ouais. Ce qui nous a fasciné avec les taris, c'est l'histoire qu'ils ont, qui est entremêlée avec celle de l'Inde, Ouais. mais qui, depuis la partition, Ouais. le désert est coupé en deux par la frontière la plus militarisée au monde. Ils ont des membres de leur famille qui est de l'autre côté, et tout le commerce qui se déroulait dans le désert toutes les caravanes ont été coupées. On apprend grâce à vous que c'est la terre des pans sauvages. Donc voilà, peut-être juste avant de passer à Médine, à l'Arabie Saoudite, la couverture du livre. Alors il y a d'autres portraits dans votre livre, mais celui-ci est quand même frappant, cet homme, par sa beauté, disons-le, par le regard profond aussi. Qui est-il? Cet homme, c'est un fakir de la région du Sindh au Pakistan. On a découvert que pour nous, les fakirs, c'était quelque chose de l'Inde. En réalité, il y a tout autant de fakirs au Pakistan. On a pu se plonger dans leur tradition, comprendre d'où ils venaient. On a réalisé un documentaire d'ailleurs qui s'appelle Fakir, qui est notre premier long métrage. Et ce monsieur, on l'a trouvé qui représentait cette quête vers la terre de lumière, avec cette sagesse, avec cette spiritualité et tout ce qui anime le Pakistan et l'Iran aussi. Abdelatta, il y a juste un petit mot. Je sais qu'on va partir sur Médine. Vous êtes déjà allé à Jeddah en Arabie Saoudite. Iran, Pakistan, ça vous tente? Je rêve d'aller au Pakistan depuis des années et des années. J'espère que j'aurai cette chance. Ouais. Et l'année dernière, je suis allé à Jeddah. Le vieux centre de Jeddah est sublime. Ouais. Et Médine l'est tout autant, ville d'Arabie Saoudite. On va regarder cet extrait et ensuite on continue de parler des aventures donc, de nos deux invités, Ilyes et Camille. On est, donc évidemment, on est dans la Palmeraie, donc ici ils vendent les dattes. Et il y a je sais pas combien, 1, 2, 3, 14 types de dattes différents qu'il faut essayer parce qu'apparemment avant d'acheter des dattes, il faut les essayer. So this one is the royal Ajwat al-Aliya, Ok. and it's believed if we have one of them or 3 of them, it's equal to full meal and it protects the body from any kind of disease. This one, it's more moisture than the lowest one. On a pris le thé au petit-déj, mais maintenant on prend le thé dans la Palmeraie. So yeah, this one is similar to one that we have in home. It's it's hot. Haysa snack, yeah, which made from dates. And this is one of our traditional teapots. We used to have like Very this cute. one, yeah. And this one is roses tea. Je vais tester ce petit gâteau fait à base de pâte de dattes, de ghee, donc c'est du beurre, et de fleurs. It's very good. C'est chaud, c'est fondant. Oh, c'est délicieux, hein, franchement. Ça donne envie, vous nous faites bisquer. Vous n'allez pas échapper à la question, quelles sont les meilleures dates, celles d'Arabie Saoudite ou celles d'Algérie? Impossible de choisir. Il faut de la diplomatie là. Non, moi, Elles sont différentes. J'ai une préférence pour la Déglette Noire. Ouais. Ouais, Celle d'Algérie est plus sucrée et
Elle a plus de goût en fait, c'est vrai que celle d'Arabie Saoudite peut être très charnue, très... Ouais, plus sèche. Mais bon, dans un dessert, ça le fait. Hein. Ouais, bien sûr. Le matin Toujours. au petit déjeuner, c'est quand même agréable. Alors là aussi, l'Arabie Saoudite, c'est vrai que c'est un pays, certes, qui évolue ces dernières années, mais si on le voit à travers le prisme de l'actu, voilà, c'est pas la première destination touristique. C'est vrai qu'il y a les Émirats Arabes Unis, notamment, où beaucoup vont. Vous avez choisi l'Arabie Saoudite. Pourquoi d'ailleurs, en quelques mots? Nous, on avait beaucoup de stéréotypes sur l'Arabie Saoudite avant d'y aller. Maintenant qu'on y revient, j'ai l'impression que tous mes stéréotypes ont vraiment été déconstruits et c'est pour ça qu'on voyage. Nous, c'est pour s'aventurer là où on ne pensait pas aller. Pourquoi l'Arabie Saoudite? Parce qu'il y avait un documentaire qu'on avait envie de réaliser sur les hommes fleurs, qui sont un peuple à la frontière du Yémen, dans les montagnes de Hapra. Et ces hommes ont une particularité, c'est qu'ils ont été fermés, vraiment isolés du reste du monde pendant très très longtemps. Ça fait 20 ans qu'ils sont ouverts au monde. Et c'est des hommes guerriers qui portent des couronnes de fleurs dans leurs cheveux. Donc ils sont très impressionnants, visuellement uniques au monde. Et c'est eux qu'on est parti rencontrer. Très romanesque. Comment s'est passée la rencontre? Elle s'est très bien passée, mais ils ont été difficiles à trouver. Ouais. Il fallait aller dans les montagnes d'Assir, donc à la frontière du Yémen. Là, on a découvert un paysage complètement différent. Verdoyant. On ne pensait pas que ça pouvait exister en Arabie Saoudite. Encore une fois, les stéréotypes qu'on peut avoir avant de se rendre sur place. Et une fois qu'on a trouvé le bon fixeur, la rencontre s'est faite avec hospitalité, autour d'un café saoudien, et ça s'est très bien passé. Et sur la société saoudienne, est-ce que vous sentez une évolution? Il y a eu des lois, notamment d'ouverture concernant les femmes, la possibilité de conduire, par exemple. Est-ce que vous avez senti ce vent, même si effectivement, après, il y a la réalité, il y a l'image qu'un pays veut se donner, en l'occurrence l'Arabie Saoudite? Par exemple, ce reportage qu'on a fait à Médine, c'était dans une famille saoudienne. Et donc, Rola, notre hôte, nous racontait comment elle s'est mise à conduire le lendemain de la loi. Elle nous disait que toutes les femmes étaient prêtes Elles n'ont pas, à commencer. attendu. Elles n'ont pas attendu. Elle avait déjà passé son permis aux États-Unis, donc c'était plus facile. Mais en fait, l'Arabie Saoudite change très vite. Et ce qu'on a, moi, notamment beaucoup de stéréotypes que j'avais, c'était autour des femmes et de la place de la femme dans la société. J'ai déconstruit beaucoup de choses, notamment par exemple sur la tenue vestimentaire. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune interdiction. Donc les femmes s'habillent comme elles veulent. Après, évidemment, ça reste des traditions, donc elles s'habillent selon leurs traditions. Le port du voile n'est pas obligatoire? Le port du voile n'est pas obligatoire. N'est plus obligatoire, oui. Ouais. Les femmes font tous les métiers que les hommes pourraient faire. Et moi, je me suis fait beaucoup d'amies saoudiennes qui m'ont, je pense, ouvert les yeux sur... un archétype que j'avais un peu négatif sur l'Arabie Saoudite. Terre de lumière sur la route du Cachemire, donc. Et puis, bien entendu, toutes vos vidéos sur YouTube et les réseaux sociaux.